Sur Florian Philippot, le numéro 2 du Front National. Son ascension fulgurante au sein du parti, son discours rodé qui séduit les plus anciens militants frontistes, portrait de celui qui se verrait bien à Matignon si Marine Le Pen gagnait la présidentielle. Un document de Vincent Fischmann, Élise Lénier, Sophie Broyer et Patrice Brugère. Bel après-midi à tous et à bientôt. En moins de 5 ans, il a réussi le hold-up politique du siècle. À force de sourire et de passages télé en rafale, bonjour. Florian Philippot a mis la main sur la maison Le Pen. Architecte de la dédiabolisation, il a redessiné le FN à son image, lisse et sans histoire. Avec lui, fini les dérapages racistes, fini les obsessions antisémites. Pour assouvir ses rêves de pouvoir, Florian Philippot pense avoir trouvé la formule magique pour qu'enfin les Français acceptent le Front National. Il est tout à la fois le visage et le cerveau du parti, quitte à déplaire aux historiques. Voilà, 31 ans, qui partent en fumée. 31 ans. Monsieur Philippot lui a 3 ans de carte. 3 ans. Intrigant, insaisissable, cet énarque venu de la gauche est devenu indispensable à la patronne du Front, qui est donc celui qui rêve de propulser Marine Le Pen à l'Élysée, empochant au passage un poste à Matignon. Et finalement, est-ce au nom du peuple, ou en son propre nom, qu'il se bat en politique? C'était une enfance paisible, heureuse, assez classique, j'ai envie de dire, hein, dans le nord de la France, donc une commune de 11 000 habitants dans la banlieue de Lille. Voilà, j'étais fils d'instit, bon élève, donc vous imaginez fils d'instit, donc très suivi par ses parents, voilà, comme on peut imaginer, et assez peu de choses notables en réalité. C'était une belle enfance. Mes parents nous emmenaient, mon frère et moi, voir les dépouillements des élections, nous expliquer comment ça fonctionnait globalement. Voilà, c'est l'époque où mon père était abonné au journal Le Monde, donc tous les jours, on avait presque tous les jours, même petit, on avait le droit à la lecture d'un article du Monde. Et c'est sûrement de là que vient mon intérêt pour la chose publique. Mais aussi de lui. Le général de Gaulle a achevé à Lille, qui ne lui a pas ménagé son ardeur. Le général fascine le jeune garçon, au point que des années plus tard, il va l'imposer au FN, parti pourtant historiquement anti-gaulliste. J'ai été passionné rapidement par le général de Gaulle. Peut-être aussi parce que je viens du Nord, parce que je viens de Lille, parce qu'il est né à Lille. Parce que très vite, on vous montre... je passais avec ma maman, j'étais petit, elle me disait c'est là que le général de Gaulle est né. Et c'est là qu'il allait ensuite dans telle boulangerie qui existe toujours, d'ailleurs qu'il allait chercher ses gaufres. Vous voyez, donc ça crée un univers. Puis ensuite, vous dépassez ce stade-là, vous vous intéressez à la vie, à l'œuvre. Quand vient 1981, la famille Philippot est sous le charme. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un journal exceptionnel pour un événement exceptionnel pendant plus d'1 heure, en effet. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les Français ont élu un président de gauche, comment ils l'ont fait et surtout ce qu'ils en attendent. Leur fils Florian n'est pas encore né, mais en mai, ce couple d'enseignants veut croire à la promesse socialiste. J'ai jamais eu le sentiment ni de vivre et de grandir dans une famille de gauche ou de droite. Oui, ils ont voté manifestement Mitterrand en 81. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Je me suis dit, finalement, entre Giscard et Mitterrand au second tour, c'est logique. J'aurais fait le même choix. Ensuite, il y a eu la déception à partir de 83 où il a trahi son programme. Il y avait des déceptions, il y avait parfois des colères, il y avait des déceptions, des désillusions. Mais malgré tout, la politique était respectable et il n'était pas envisageable de ne pas voter, par exemple. Voter, c'était un droit, mais aussi un devoir. C'est d'ailleurs toujours, moi je considère d'ailleurs toujours que c'est un droit et un devoir. À 18 ans, Florian Philippot se cherche une ambition. Pour cela, il quitte ses parents et le Nord.
Je vous avoue que le jour où j'ai reçu cette petite enveloppe pour me dire que j'étais admis en classe préparatoire HEC à Louis-le-Grand, j'étais très surpris. J'y croyais pas. Et je me suis dit, donc, en septembre prochain, t'es à Paris. Parce que ça se refuse pas. Est-ce qu'il y a un côté revanche à travers ce qui se passe là, à ce moment-là, pour vous? Il n'y a pas de côté revanche. Parce que, non, je le vis pas du tout comme ça. Il y a un défi. Mais j'en ai, aujourd'hui encore, ça reste parmi les plus belles années de ma vie. J'avais pas 18 ans quand je suis arrivé à Paris. Vous arrivez à Louis-le-Grand, c'est très dur. Vous avez 17 de moyenne, vous passez à 9, quoi, ou je sais plus. Enfin, en tout cas, vous divisez par 2 quasiment votre moyenne. Vous étiez le premier de la classe, vous retrouvez au milieu de la classe. Il faut l'encaisser, ça. J'essayais aussi de me nourrir de conférences. Je me souviens de notre prof d'histoire nous avait emmené voir une conférence de Lionel Jospin, qui était alors Premier ministre. C'était la première fois que je voyais un haut personnage de l'État. J'avais eu un sentiment quasiment presque de malaise physique. Ça m'avait impressionné beaucoup. Pour former ces hauts fonctionnaires, la 4e République possède maintenant son école d'administration qui fournira des cadres parmi lesquels le gouvernement choisira ceux qui occuperont les emplois d'autorité ou l'administration. Pour un ambitieux, rien de mieux que l'école du pouvoir. Nous sommes en 2007. Initiative, d'énergie. Moi, je voulais servir l'État, et même avant 18 ans, à partir du lycée, on va dire. J'avais en tête l'ENA. Et c'était pas l'ENA pour l'ENA, mais c'était l'ENA parce que je savais que c'était la meilleure porte d'entrée pour ensuite servir l'État au plus haut niveau. C'est-à-dire vous entrez dans la haute fonction publique. L'ENA, c'est typiquement l'école du système, alors que c'est quelque chose que vous fustigez aujourd'hui. Comment vous assumez ce parcours-là? Mais le problème, c'est ça que là, il faut qu'on soit bien compris. Le problème, c'est pas qu'il y ait des élites, entre guillemets, dans un pays. Il y a toujours, au niveau administratif, des gens qui occupent certains postes en haut. Dans les entreprises, c'est la même chose. Il y a toujours des dirigeants d'entreprise. Dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine médiatique, partout, vous retrouvez ça. Et ça a toujours été comme ça. Et je pense que ce sera toujours comme ça. La question, c'est de savoir, est-ce que ces gens-là sont connectés avec ce que pense le peuple français ou est-ce qu'ils sont complètement déconnectés et vivent dans leur bulle, dans leur tour d'ivoire? C'est ça, la question. Or, aujourd'hui, clairement, ils sont déconnectés. En 2002, Florian Philippot a soif d'aventure politique. Alors il va faire campagne pour Chevènement. Son souverainisme affiché séduit le jeune étudiant. Alors très objectivement, Chevènement, pour moi, avant, c'était un nom parmi d'autres, mais je ne m'intéressais pas énormément à ce qu'il disait. Et j'ai commencé à aller à quelques réunions publiques avant sa campagne, à Paris notamment. Je crois pouvoir le dire, aujourd'hui, aucun des candidats n'a plus le souci de la France, en dehors de moi-même. Parce que vous me connaissez assez, et depuis assez longtemps, pour savoir que je ne suis pas un démagogue. Son discours sur le dépassement du clivage gauche-droite, son discours qui était ferme sur les questions régaliennes et qui en même temps était souverainiste et patriote sur les questions européennes, était exactement celui qui me convenait. À l'époque, vous diriez que vous êtes plutôt de gauche ou plutôt de droite? Je suis, alors d'ailleurs, comme le dit Chevènement lui-même à l'époque, au-dessus de la gauche et de la droite. Pas au-dessus de manière présomptueuse, hein, mais je considère que la France est au-dessus de la gauche et de la droite. Rapidement, Jean-Pierre Chevènement affole les sondages. Derrière Chirac et Jospin, il est le 3e homme. Mais bientôt, il ne sera plus seul. Et tout cela, c'est parce que Le Pen est l'alibi du statu quo. Ou alors on va faire de la pub à Arlette. Parce qu'elle aussi est l'alibi du statu quo. C'est le vote stérile, c'est la trappe à voix. On sait qu'en votant pour ces deux-là, il n'y a aucune chance que ça change quoi que ce soit. Comment à l'époque vous vivez ces attaques contre Jean-Marie Le Pen? Ça m'est... c'est pas ce que je retiens du discours de Chevènement et ça m'est probablement complètement égal à l'époque parce que je n'ai pas d'intérêt pour Jean-Marie Le Pen. Donc il attaque ses adversaires politiques comme on le fait en politique, ce qui me semble normal. Pas plus que ça, puisque pour moi, Jean-Marie Le Pen n'est pas dans le radar à l'époque. Et pourtant, il y a ce 21 avril. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Toute la rédaction de France 2 est mobilisée pour vous faire vivre une soirée qui s'annonce passionnante. C'est le cap que prendra la France pour les 5 années à venir qui est en train de se décider. Et les premières indications que nous avons laissent prévoir des résultats sans précédent à plus d'un titre. Impossible bien sûr pour l'instant d'en dire plus. Vous connaissez la règle. Je suis au QG, Cité Paradis,
QG de Chevènement. Moi, j'apprends par des journalistes, vos confrères que j'entends, que je ne connais pas, mais que j'entends, qui appellent leur rédaction, etc. Et à partir de 19h15, 19h20, on entend, il y a de l'agitation, on sent qu'il se passe quelque chose d'imprévu. Et là, j'apprends que Le Pen est donc au second tour, à la place de Lionel Jospin. Je crois que j'ai appelé le premier coup de fil, c'est à la maison, pour prévenir mes parents, parce que j'avais le scoop. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Moi, j'ai un souvenir précis. Il y avait Max Gallo qui était peut-être pas juste à côté, mais tout près de moi. Et Max Gallo voit cela à l'écran à 20h et dit « c'est une catastrophe ». Et moi, je me dis « ça va être drôle ». Je suis socialement à gauche, économiquement à droite et plus que jamais nationalement de France. L'idée que ça surprend, c'est imprévu. Tout ce qui est imprévu, sans que personne, une seule seconde, se dise que Jean-Marie Le Pen va l'emporter. On sait très bien qu'il n'a aucune chance de l'emporter. Mais on se dit, au moins, ces 15 jours sont moins mornes, moins ternes qu'un débat Chirac-Jospin. On l'avait déjà eu en 95, on s'était plutôt ennuyé. En tous les cas, la France, elle, n'a pas très envie de rire. Ce 1er mai, ils sont plus d'1 million à prendre la rue dans tout le pays. Une semaine plus tard, la plupart courront aux urnes pour effacer l'affront. Vous votez au second tour en 2002 ? Non, j'ai voté, oui, j'ai voté, j'ai toujours voté, mais j'ai voté blanc. Alors j'hésite, je me souviens plus si j'ai voté blanc. J'ai probablement voté nul en réalité, parce que je crois que j'ai voté non à l'euro, déjà. Donc ça s'appelle un vote nul. La fois d'après, il ne votera pas nul. L'occasion se présente en 2005. À l'époque, Chirac et d'autres veulent plus d'Europe. Jacques Chirac a levé le voile. Bien entendu, les Français sont directement concernés et seront donc directement consultés. Par référendum. Et donc, il y aura un référendum. Dès que j'ai entendu, le 14 juillet 2004, Chirac annoncer qu'il fera un référendum, je me suis dit, mais on va le gagner. On va le gagner. Alors qu'à l'époque, bon, le oui était donné à 65-70%, mais il y avait une telle énergie, c'était une campagne magnifique. Moi, je l'ai faite complètement en dehors des partis, mais je l'ai faite. J'ai fait mes propres petits tracts, etc. Et c'était une ambiance magnifique. La question européenne, elle est centrale. Elle fracture aujourd'hui complètement la vie politique française. Je crois que c'est la vraie ligne de clivage, d'ailleurs. Donc, faire un référendum sur cette question-là, mais c'est magnifique. Et puis, on sent tous que ça va être, pour le coup, un peu la revanche de Maastricht. Maastricht, le oui a gagné de peu, là, on va gagner. En 2005, la droite comme la gauche se déchirent autour du référendum. Chez les socialistes, Jean-Luc Mélenchon se sent pousser des ailes. Il devient l'un des ambassadeurs du non à l'Europe. N'ayez pas honte d'être européen contre les autres. N'ayez pas honte d'être de gauche, de dire que vous ne voulez pas, comme valeur suprême d'organisation de la société, la concurrence, la compétition entre chacun et tout le monde. Moi, j'ai un épisode avec Mélenchon, tout un parcours dans le RERB. J'étais allé le voir parce que je l'avais reconnu. C'était en février. À ce moment-là, le non était donné perdant. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, vous êtes bien Jean-Luc Mélenchon? Il m'a dit oui, il était très sympa. Je lui ai dit que j'avais soutenu Chevènement en 2002. Et là, la réponse qu'il m'a faite m'a fait comprendre vraiment qu'on avait un désaccord assez, presque philosophique, assez profond. Ce qu'il m'a dit, le problème de Jean-Pierre, c'est qu'il n'est pas de gauche, il est nationaliste. Il y a deux choses qui me dérangent dans cette réponse. D'abord, je me moque de savoir s'il est de gauche ou de droite. Pour moi, ce n'est pas l'enjeu. Et deuxièmement, il est nationaliste. Non, il est patriote. Il est souverainiste. Nationaliste, ça veut dire qu'il a envie d'envoyer des chars sur Berlin, si vous voulez. Ça n'a aucun sens. Il est patriote. Mais le fait même d'être patriote, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, c'était donc être nationaliste. Donc un peu guerrier, un peu belliqueux. Voilà. Et là, je me suis dit, on a un vrai désaccord de fond. Est-ce que c'est un adversaire que vous redoutez en 2017 ? Mélenchon ? Non. Il n'a pas d'espérance, probablement lui-même, de victoire. J'y crois pas. Je pense qu'il va refaire à peu près la même campagne qu'en 2012. Retour en 2005,
le non s'impose de presque 5 points. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Le peuple a-t-il toujours raison, selon vous? Oui, il a toujours raison. C'est le principe de la démocratie. Parce que si on part du principe qu'il n'a pas raison, qu'est-ce qu'on fait? Qui a raison? Les sachants, les experts, ils ont souvent eu tort, malheureusement. De cette époque, Florian Philippot garde une aversion profonde pour l'Europe et pour sa monnaie. D'ailleurs, plus tard, auprès de Marine Le Pen, il imposera le sujet au cœur de son programme, quitte à troubler son électorat. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire perdre Marine Le Pen, la sortie de l'euro? Non. Non, ce qui ferait perdre, ce qui peut faire perdre Marine Le Pen, c'est l'incohérence. Nous sommes très attachés à la souveraineté de la France. On veut que le peuple français soit maître de son destin. Et si vous n'avez pas votre souveraineté monétaire, vous n'avez pas votre souveraineté nationale. Surtout pas la monnaie. La monnaie, c'est beaucoup plus central encore que les gens ne l'imaginent. En même temps, c'est ce qui fait très peur à certains électeurs, c'est le cas des seniors. Est-ce que c'est pas justement la question de l'euro qui les bloque, qui les freine à venir vers vous? Derrière ce petit silence, un gros problème. Car s'il y a un électorat que Marine Le Pen a du mal à capter, ce sont les seniors. Pour combler le retard, le parti a même nommé une responsable en charge de convaincre. On va vous donner la parole et il faudra vous exprimer et haut et fort pour dire à tous ces gens qui nous gouvernent, arrêtez de nous prendre pour des vaches à lait, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, on est des citoyens et maintenant on y va. Pourquoi elle fait ça, Marine Le Pen, d'après vous? Ben, pour avoir un peu des voix en plus, non? Elle vous drague quelque part. Pas draguer, merci. Je crois que tous les partis font pareil, non? Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Marine Le Pen, les uns les autres, là? Moi, là, je sais plus. Dites-moi ce que vous en pensez, justement. Elle est très bien, Elle est mieux que son père. Ah, vous voterez Marine Le Pen en 2017? Voilà. Si d'ici là, ça nous convient toujours, oui. Moi, ça me convient. Laquelle d'entre vous est prête à voter pour Marine Le Pen, là? Pas moi, en tout cas. Moi, ça ne me dérange pas. Non. Je ne vais pas revenir en arrière, moi. J'ai des convictions comme ça. Ça veut dire quoi, revenir en arrière pour vous, madame? Connaître ce qu'on a déjà connu, hein. Je trouve qu'il faut plutôt réunir les Français que les diviser, voyez. Je pense que si c'est la question de l'euro pour certains, je pense qu'il y a d'autres explications, hein. Mais si c'est la question de l'euro pour certains, alors c'est à nous de continuer à leur expliquer que le maintien dans l'euro serait dramatique pour leur épargne et pour leur retraite. Voilà. Ce n'est pas une invention, c'est ce qu'on a vu en Grèce. Ils ont voulu rester dans l'euro à tout prix, ça a coûté très très cher, y compris aux retraités. Pareil à Chypre. Mais pourquoi c'est autant discuté, même à l'intérieur du Front National? Mais sur le fond, il n'y avait pas de débat. Quand on est au Front National, on défend la souveraineté de la France. Si on ne défend pas la souveraineté de la France, on a un peu tout le reste des autres partis, hein, au choix. UMP, PS, Centre, Macron, tout ce qu'on veut. Pas de débat sur l'euro, ce n'est pas tout à fait la réalité. Nous l'avons constaté en reconstituant fidèlement un séminaire au sommet. Nous sommes le 6 février 2016. Tous les échanges sont réels. Que les choses soient claires. Le parti maintiendra une sortie concertée de l'euro dans son programme. Et je rappelle qu'il n'a jamais été question que la France sorte in petto de l'euro. Ça fait plus de 4 ans que je dis que je rentrerai en négociation avec l'Union européenne. Exactement ce qu'est en train de faire la Grande-Bretagne. À un moment, soit on résiste, soit on se soumet. Pour l'euro, Marine, on va pas tout casser du jour au lendemain. L'euro, c'est pas l'alpha et l'oméga de nos problèmes, et sa suppression, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de nos solutions. Marine, sur l'euro, si tu ne changes pas, tu perdras les élections. Et si tu changes, on a une petite chance. Je suis la candidate de la vérité. Je viens pas vendre des mensonges aux Français. Je préfère perdre que de me renier. Bon, en résumé, tu restes sur la ligne Philippot. Pas question de remettre en cause la sortie de l'euro. Pour l'euro, il faut trouver des arguments positifs, dépasser nos peurs. Marine a raison. L'euro est un point du projet, mais un point indispensable, car il fait partie de la souveraineté. Il n'y a pas de débat sur le fond, mais une réflexion sur les meilleurs arguments à trouver. Il faudrait surtout trouver une meilleure organisation. Ta parole, Marine, doit être unique.
On a l'impression parfois que c'est lui le président du mouvement. La ligne, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas Florian. La première rencontre entre Florian Philippot et Marine Le Pen, c'est Paul-Marie Couteau qui l'a imaginé. Lui aussi est énarque. Lui aussi est passé dans les rangs des chevènementistes. Depuis, il est devenu un conseiller influent de Marine Le Pen. En 2009, il décide d'organiser un repas pour faire les présentations. J'ai bien vu qu'il y avait une véritable rencontre. C'est-à-dire que le personnage Marine Le Pen et le personnage Florian Philippot ont communiqué très vite. Je crois que je les avais placés, c'est très important, les places à table, l'un à côté de l'autre. Et il est certain que des apartés multiples entre eux prouvaient qu'il y avait une sorte d'entente spontanée. C'est un coup de foudre politique? Il y a des coups de foudre politique, mais pourquoi pas? C'est d'abord un coup de foudre humain. Enfin, un coup de foudre, oui, je peux dire cela. Elle a beaucoup fait fond sur le jeune énarque attentif, discipliné. Et je pense qu'elle a tout à fait compris le parti qu'elle pouvait tirer de Florian Philippot. Je souhaite la rencontrer parce qu'elle me parle, parce que depuis des années que je la connais par la télévision, par les médias, elle me parle, elle m'intéresse. Je me dis, mais je suis complètement d'accord avec elle. Et j'aime aussi son énergie, j'aime ce qu'on ressent chez elle, c'est l'idée qu'elle veut y arriver. Elle n'est pas là pour faire son numéro ou témoigner. On est en 2009, hein? Oui, non, mais moi je le sens. Je sens qu'elle a l'envie de construire quelque chose de solide pour arriver au pouvoir et appliquer des idées qui vont redresser la France. Vous dites, je peux travailler avec elle, j'ai oui, exactement. Proposition de service. C'est de voir comment je peux l'aider. Comment je peux l'aider à devenir présidente de la République française. C'est immédiatement ça. En 2009, vous dites En ça? 2009. Tout de suite, il s'est passé quelque chose, quoi. Ça s'est bien passé. Il s'est passé quelque chose politiquement et humainement. Humainement, ça a collé. Ça, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens avec qui vous avez des atomes crochus, d'autres non. Et vous le sentez généralement assez vite. Hein. Et politiquement, alors là, on était raccord à 100%. À quoi il sert finalement, Florian Philippot? Il a structuré Marine Le Pen. C'est pas rien, et ça veut dire qu'elle ne l'était pas avant. Bon, Marine Le Pen n'était pas une professionnelle de la politique, elle le disait elle-même. Donc la Marine Le Pen telle qu'on la voit aujourd'hui est façonnée à la main de Florian Philippot? Elle s'est tellement reposée sur lui que, à l'étonnement général d'ailleurs, qu'elle a été rétrospectivement façonnée par Florian Philippot, oui, ça c'est sûr. Comment votre entourage a vécu le fait que vous investissiez comme ça auprès de Marine Le Pen et au sein du Front National? Les premières années, ils ne l'ont pas su. Enfin, sauf quelques-uns, très très proches. Mais la plupart ne l'ont pas su, jusqu'à mon père. Mon père ne le savait pas. Il l'a appris un mois avant que je devienne directeur de campagne de Marine Le Pen. Pourquoi vous gardiez le secret? Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de créer de l'inquiétude chez certains qui pourraient se dire mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère? Puis je sais pas, pour plein de raisons. Ça s'explique pas forcément. Il y a des gens avec qui vous le sentez tout de suite. Vous avez suffisamment d'intimité, vous parlez, et puis d'autres avec qui vous sentez que c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc vous vous dites on le dira demain, et puis ça fait 3 ans. Quand les gens l'ont su, donc en 2011, hein, parce que je suis entré dans la campagne de Marine Le Pen, oui, j'ai quelques amis que j'ai plus revus. Et votre mère qui était tellement soucieuse de votre réussite, c'est pour elle que c'était plus dur, non? Mais ma mère l'a jamais su, puisqu'elle est décédée en octobre 2009. Donc je connaissais Marine depuis 4-5 mois. Ouais. Vous regrettez qu'elle l'ait pas su ou pas? Mais elle le sait, elle le voit là-haut. À l'hiver 2013, une partie de la France catholique se réveille. Face au projet de mariage pour tous, ils opposent la manif pour tous. Rapidement, des centaines de milliers de Français se pressent pour crier leur amour pour la famille. De nombreux responsables politiques sont là eux aussi, des responsables de droite pour beaucoup. Quand il y a un débat aussi important que celui de la famille, quand il y a tant de menaces
formés par le gouvernement aujourd'hui contre la politique familiale. C'est normal que des hommes et des femmes très nombreux manifestent. Et c'est normal que des députés qui partagent ce combat manifestent aussi. Au Front National, le sujet est embarrassant. Après des semaines d'hésitation, Marine Le Pen finit par se positionner. Nous n'appelons pas à manifester. En revanche, nous donnons un point de rendez-vous à ceux de nos élus, de nos militants, qui ont envie de se joindre à la manifestation pour exprimer leur opposition. C'est vous qui conseillez à Marine Le Pen de ne pas y aller? Non, elle n'a pas besoin de moi pour ce conseil. On a par contre tout de suite la même analyse, c'est que ce sujet va être utilisé comme sujet de diversion. Et probablement que le gouvernement va essayer d'en parler le plus longtemps possible. Comme ça, pendant ce temps-là, on ne parle plus du chômage, on ne parle plus du terrorisme, on ne parle plus de la pauvreté, de l'insécurité, etc., etc. Dans les cortèges, Marine Le Pen brille par son absence. La place est alors libre pour une autre membre du clan Le Pen. Catholique assumée, Marion Maréchal Le Pen va rapidement devenir l'une des figures de la contestation. Je ne crois pas qu'il soit tolérable dans une société digne de ce nom de rendre des enfants orphelins de liens paternels ou maternels pour les rendre adoptables. Quand vous la voyez en tête de cortège prendre la parole, notamment à l'occasion de ces manifestations, vous vous dites quoi? Mais rien. Ah non, mais parce que d'abord, on sait très bien qui va y aller ou ne pas y aller. Et ça pose aucun problème. Il y a une liberté totale. Je sais qu'après, on a voulu réécrire l'histoire en disant le parti est divisé parce que certains y vont, d'autres n'y vont pas. Mais où est-ce qu'il y a une division là-dedans? Dans tous les partis, vous avez des personnes qui y sont allées, d'autres qui n'y sont pas allées. Bon, à l'UMP, certains y sont allés, d'autres pas. Bon, chez nous, c'est pareil. C'est un sujet qui intéresse beaucoup Marion Maréchal Le Pen. C'est parfaitement son droit. Est-ce que la ligne de fracture avec Marion Maréchal Le Pen, justement, elle s'esquisse à ce moment-là? Moi, vu que je ne vois pas de ligne de fracture, j'aurais du mal à rentrer dans votre question. Non, objectivement, je ne vois pas de ligne de fracture. Après qu'il y ait des sensibilités un peu différentes sur certains sujets, oui. Sur un point précis, on n'a pas le même avis. Oui, c'est pas grave. Hein. Ça arrive dans toutes les familles, ça arrive dans tous les cercles d'amis. Les militants du Front, eux, voient quand même la différence. Fin 2014, Marine Le Pen réunit les siens pour un grand congrès. Le combat que nous menons, il est entièrement tendu vers un objectif et un seul. Arriver au pouvoir pour le rendre au peuple et redresser notre nation. Florian Philippot, le vice-président, va pouvoir mesurer sa popularité au sein du parti. À l'issue d'un vote, le résultat est lourd de sens pour le protégé de Marine Le Pen. En tête, Marion Maréchal Le Pen, lui, est loin derrière. Congrès de Lyon 2014, vous êtes vice-président, vous avez 4e. Comment vous vivez ce moment-là, intérieurement? Vous savez, je suis 4e, je fais 68 ou 69% des voix. Ça veut dire qu'il y a 7 militants électeurs sur 10 qui ont voté pour moi. Ça me va, hein. Je suis connu du parti depuis 2 ans à ce moment-là. J'ai pas encore eu le temps de faire toutes les fédérations, de tourner partout, de faire des déjeuners, des dîners militants avec tout le monde. J'ai pas fait campagne, il n'y a pas d'enjeu, il y a aucun enjeu. Printemps 2015. Président, bonjour. Jean-Marie Le Pen, qui coulait une retraite tranquille comme président d'honneur, décide de refaire parler de lui. L'homme de tous les scandales renoue avec les pages noires de l'histoire du Front, avec en étendard racisme et antisémitisme. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de vous des chambres à maintenez gaz. ces propos? Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité. 2015, éviction de Jean-Marie Le Pen. Il a vraiment dépassé la ligne jaune, là, il faut vraiment qu'on traite. C'était le feu d'artifice. Hein. Depuis, ça faisait 1 an, quoi. C'était permanent. Le problème qu'on avait, je vais vous dire, hein, d'abord, c'est inadmissible sur le fond. Vous pouvez pas... Vous devez vous en expliquer ensuite. Il n'y a pas que les journalistes dans les émissions de télé où on vous interroge. C'est tout simplement quand vous êtes le lendemain dans la rue ou nos militants sur les marchés et qui quotidiennement se prenaient des remarques en disant « justifiez ce qu'il vient de dire. Il vient de dire ça. Moi, j'aimerais bien voter pour vous, mais il vient de dire ça. Jean-Marie Le Pen vient de dire ça, Jean-Marie Le Pen vient... » Bon, c'est plus gérable, ni pour nous, ni pour les militants. Voilà. Et 2, on ne peut plus
développer une seule idée de fond à ce moment-là. Plus une seule. Parce que chaque semaine, il y a un dérapage. Chaque semaine, il se passe quelque chose. On doit s'en justifier, on doit s'en expliquer, on doit condamner, on doit faire ça. C'est plus possible, quoi. 3 ans déjà que Florian Philippot travaille avec la patronne du Front à la dédiabolisation du parti. À gommer tout ce qui peut rappeler que le FN est un parti d'extrême droite. Avec le dérapage du père, tout est à refaire. Nous avons eu une divergence, c'est une évidence, enfin je veux dire chacun en a parlé, mais il n'y a pas de fracture au sein du Front National. Le 1er mai 2015, ultime provocation. Jean-Marie Le Pen s'invite dans le cortège officiel. Au secours! Convaincu qu'il est encore en capacité de faire imploser le parti, le vieux tribun va même jusqu'à bousculer l'entrée sur scène de la présidente. À la tribune, les secondes s'allongent à l'infini pour Marine Le Pen. Cette fois c'en est trop. Il devient urgent de l'exclure. Françaises et Français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'autre solution que cette procédure d'exclusion. J'ai évidemment condamné cette politique d'exclusion qui est un geste absolument inédit dans l'histoire politique du monde. Enfin, il y a eu bien sûr Brutus tuant César, son père spirituel en tout cas, son tuteur, tout quoque fili, Brutus. Et maintenant c'est Bruta qui tue son père, enfin essaye de le tuer parce que il a la peau dure, le père Le Pen. C'était un soulagement pour les militants, mais aussi un déchirement pour certains. Pour vous, ça a été quoi? Ça a été des moments, des mois qui ont été rudes, parce qu'il y avait, de la part de Jean-Marie Le Pen, beaucoup de violence verbale. Beaucoup d'insultes. Je ne suis pas en guerre contre le Front National, moi. Je suis en guerre contre M. Philippot. C'est pas pareil. Je pense que c'est une félonie. Et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne souhaite pas que la présidente du Front National s'appelle Le Pen. Ça a été rude. Moi, je n'ai jamais accepté, et Marine Le Pen non plus, de répondre. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce jeu, parce que là, on aurait abaissé le débat terriblement, quoi. Est-ce que ça a été une étape de la dédiabolisation? C'est pas ça, c'est que les propos de Jean-Marie Le Pen, oui, auraient été très diabolisants, ça c'est certain. Les propos sur la Seconde Guerre mondiale ou je ne sais quoi sont de toute façon terriblement diabolisants. Un peu plus d'1 an après, la page semble tourner. Marine Le Pen est en tête dans les sondages et inaugure son nouveau QG et sa nouvelle image, façonnée avec soin par Florian Philippot. Le sourire est appuyé et sur les murs on a gommé tout ce qui rappelait le passé. Fini le FN, fini la flamme tricolore. L'avenir se veut fleuri. Vous savez, dans le langage des fleurs, la rose bleue, c'est rendre possible l'impossible. Bien sûr, je sais que certains diront que la rose, c'est le symbole de la gauche, que le bleu, c'est le symbole de la droite. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, puisque cette campagne présidentielle et le projet que je porte, c'est précisément le rassemblement des Français, d'où qu'ils viennent, au-dessus des vieux partis, les vieux partis qui ont échoué depuis des décennies à sortir la France de la situation difficile dans laquelle ils l'ont plongée. Et c'est vous qui avez choisi d'enlever votre nom de famille du logo? Oui, c'est moi. Je voulais que ça corresponde à la manière dont m'interpellent les Français. Les Français dans la rue, quand je vais sur les marchés, ils m'appellent Marine. Quand ils parlent de moi, ils m'appellent Marine. Les journalistes aussi, ils m'appellent Marine. Et donc, pourquoi ne pas correspondre à la manière dont les Français m'interpellent? Madame Le Pen. Voilà. Stop! Bon alors,
Alors, il vous plaît, notre Le Pen, là? Vous pouvez nous le dire, au moins. Ah, il est sympa. Bon. Allez, promis, vous ne serez pas accusé de soutenir la campagne de... C'est vous qui êtes l'artisan de cette image-là ou pas? Non, mais que le front n'apparaisse pas du tout sur les affiches de campagne de Marine Le Pen, c'est tout à fait normal. C'est une question idéologique ou c'est une question de modernité? Justement, l'idée de retirer un petit... Non, moi je pense qu'on est en train de construire un rassemblement patriote qui dépasse le Front National. Voilà. Le Front National, c'est le navire amiral, si vous voulez, bien sûr. Mais on est dans un rassemblement qui dépasse le Front National. D'ailleurs, on a fait venir des gens de droite, de gauche, qui travaillent aussi dans les collectifs socio-professionnels, qui n'ont pas forcément leur carte. Mais c'est ça le rassemblement des Français. C'est pas une affaire de parti. Quelque part, j'ai l'impression que vous n'assumez pas ce que vous apportez, la modernisation du parti, etc. etc. C'est pas que j'assume pas. Moi, je suis totalement partisan d'une modernisation, d'une professionnalisation, d'un ancrage local. Moi, je suis très partisan qu'on s'ouvre sur un maximum de sujets qui intéressent les Français, qu'on s'ouvre sur la société civile, sur le monde associatif, le monde culturel. Moi, j'œuvre tous les jours pour ça. Tous les jours. Mais je ne suis pas seul à faire ça. Dieu merci. Dieu merci. Comment vous réagissez quand certains disent du Front National que c'est devenu un parti de gauche? Ça m'amuse. C'est un parti de gauche? Vaut mieux dire ça que d'extrême droite, de toute façon. Mais ensuite, non, c'est pas un parti de gauche, ni de droite. Ça, c'est souvent l'argument de ceux qui n'ont plus grand-chose à dire. Donc on n'est ni de gauche, ni de droite. Tout simplement, on essaie d'être dans l'intérêt national. Qu'est-ce qui reste de Le Pen dans Marine Le Pen? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. C'est une personne en soi, Marine Le Pen. Je serais bien incapable de dire moi-même... Qu'est-ce qui reste de l'héritage Le Pen dans Marine Le Pen? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je suis le fils de mon père. Qu'est-ce que j'ai de mon père? C'est un être singulier. Je suis un être singulier. Voilà. Pareil pour vous, pareil pour elle. Soyez la bienvenue. On va passer par les marches comme au Festival de Cannes. C'est merveilleux. Il y a un tapis rouge, il y a Brad Pitt ou pas? Ah oui, non, il y a pire que ça. En tous les cas, il y en a une qui sait ce qu'il y a de Le Pen en elle. Il paraît que c'est Cannes, on est reçu en montant les marches. En mai dernier, Robert Ménard organise un grand rassemblement chez lui à Béziers. La droite hors les murs. En plus de Marion Maréchal Le Pen, sont réunis Philippe de Villiers, Éric Zemmour et des penseurs très à droite. Pour faire gagner leurs idées, ils ont un projet. Créer une union entre le FN et la branche dure de la droite républicaine. On est loin du ni droite ni gauche de Florian Philippot. On n'accouche pas d'un énième parti. On ne va pas ajouter de la division à la division. On cherche juste à remettre de la France en France. Qu'est-ce que vous pensez des thèses de Buisson, de Zemmour et de Villiers? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent, de la société française notamment? Ils ont un mérite, c'est qu'ils font tous des succès de librairie, donc manifestement ils disent des choses qui intéressent. Donc ce qui est quand même rarement le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres qui ne se vendent pas du tout. Est-ce qu'ils sont devenus des adversaires pour Marine Le Pen? Non, ce ne sont pas des adversaires de Marine Le Pen. Ils ont des points d'accord et des points de divergence. Le Front National seul ne prendra pas le pouvoir. On ne prendra pas... c'est nos idées ne l'emporteront pas sans le Front National. Et donc la seule solution, c'est plus que le Front National. Il y a au Front National tout un courant qui dit ni droite ni gauche. Et puis il y a un courant qui dit union des droites. Et c'est pas du tout la même chose. Moi, je respecte n'importe quel combat. Il n'y a pas de problème, et je ne suis pas en accord avec ça. Marion Maréchal Le Pen assume, elle, sa proximité avec cette droite dure. Indifférent, un de plus avec Florian Philippot. Vous n'auriez pas vu Florian Philippot venir vous voir à la place de Marion Maréchal Le Pen? Mais je ne sais pas si ça lui a effleuré l'esprit, je ne suis pas sûr. Mais s'il veut venir, il n'est jamais trop tard et je l'accueillerai bien volontiers, évidemment. Moi, je suis pour le débat. Quand Robert Ménard appelle à un grand rassemblement de la droite hors les murs, pourquoi vous n'en êtes pas, vous? Parce que je ne suis pas... je ne me reconnais pas dans la droite, ni dans la gauche. Ça ne me parle pas.
L'union des droites, ça ne me parle pas. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que Marion Maréchal Le Pen aille justement là-bas Mais Marine avait demandé à ce qu'il y a Louis Alliot et Gilbert Collard aussi, et Marion, qui étaient là-bas à la demande de Marine Le Pen. Officiellement, pas de problème en interne. Pourtant, la jeune députée cultive sa différence et s'oppose régulièrement à Florian Philippot. Dernière passe d'armes en date, en décembre dernier. L'égérie de la Manif pour tous se prononce cette fois sur le droit à l'avortement et vise le vice-président, pour qui il n'y a pas de sujet. La tension entre les deux est devenue si forte que Marine Le Pen est obligée de s'interposer. Les électeurs ne nous pardonneront pas, alors qu'ils espèrent tant en nous, ne nous pardonneront pas de tomber dans des chicayas. Voilà. Et si le top départ de la course à l'Élysée s'était joué loin de France? C'est ce que veut croire Marine Le Pen. Londres, juin 2016. Les anti-européens jubilent. À près de 52%, ils ont botté leur pays hors de l'Union. Une autre histoire est en marche. L'Europe a échoué, l'Union européenne est en train de mourir. Et j'espère bien qu'on a enlevé la première pierre de l'édifice. J'espère que c'est la première étape vers une Europe des nations souveraines. La vague se propage outre-Atlantique. De ses outrances, Donald Trump a battu une victoire, quitte à couper son pays en deux. America first. America first. L'Amérique d'abord, rendre sa grandeur à l'Amérique. D'un slogan facile, il a fait une ligne politique. Depuis Moscou, il y en a un qui se délecte de tout ça. Longtemps marginalisé sur la scène internationale, Vladimir Poutine devient un exemple à suivre. Lui, le nationaliste qui veut croire à la grandeur des peuples, surtout quand il s'agit du sien. Nous voulons vivre dans une Russie qui a du succès et qui est respectée dans le monde entier. Brexit, Trump, Poutine, certains parlent de populisme. Je sais que vous n'avez pas du tout ce mot. Vous diriez ça comment, vous? Des responsables politiques, Theresa May, Trump, Poutine, d'autres, qui défendent l'intérêt de leur peuple. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord avec tout ce qu'ils feront, mais ça veut dire qu'eux, ils ont un cœur, c'est America First, comme l'a dit Trump. Madame Theresa May, qui dirige le Royaume-Uni, elle a clairement à cœur de redresser son pays, de lui rendre sa liberté, son indépendance, de respecter le vote sur le Brexit. Très honnêtement, ça nous change de nos dirigeants français, quoi, qui ont trahi les référendums, qui ne font plus de référendums, et qui, honnêtement, ne défendent pas les Français. Qui défend les Français aujourd'hui? Personne. Vous imaginez une entreprise, vous imaginez où tout le monde se dirait, mais il est où le chef? Il nous tire dans le dos. Parfois, c'est le sentiment qu'on a. C'est le sentiment qu'ont les Français, en tout cas. La marche de l'histoire irait donc dans le sens de Marine Le Pen. Après le Royaume-Uni et les États-Unis, elle se verrait bien elle aussi créer la surprise au soir du 7 mai. La campagne a été minutieusement préparée et nous sommes prêts. Résolus, organisés. Mais au-delà de ma campagne, c'est mon quinquennat que j'ai préparé durant ces longs mois. Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'elle pourrait gagner? Je sens qu'il se passe quelque chose, vraiment, de très puissant dans le pays, dans les profondeurs du pays. La manifestation, à mon avis, la plus probante pour l'instant qu'on en a eue, c'est le mouvement d'inscription massif sur les listes électorales. On a rencontré des gens qui nous disaient « Je n'ai plus voté depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans. Je ne votais plus, y compris aux élections présidentielles successives. Là, je vais revoter. » Et figurez-vous qu'il s'est passé plusieurs choses très importantes en 2016. Brexit, Trump, référendum italien, à chaque fois des phénomènes où le peuple a repris le pouvoir par rapport à une espèce de caste qui lui disait pour qui il fallait voter et pour qui il ne fallait pas voter. Et le peuple a déjoué à chaque fois ses pronostics sur des sujets fondamentaux. Est-ce que vous auriez imaginé il y a encore un an qu'un pays allait quitter l'Union européenne? C'était inimaginable. Tout le monde dans la rue vous aurait dit, ça, même ceux qui le souhaitaient, ça ne se fera jamais, on n'y arrivera pas. Mais si, on peut y arriver. Ce qui était impossible est devenu possible. Ce qui était improbable est devenu possible également.
Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle parce que les peuples sont de retour et que les passions politiques dans nos démocraties, désormais, sont débridées. La peur et la colère sont les premiers acteurs de la démocratie. Est-ce que c'est la peur et la colère qui pourraient vous mener à l'Élysée? On ne vote pas avec de la peur ou de la colère seulement. On peut avoir de la peur et de la colère. Comment ne pas avoir aujourd'hui de la peur ou de la colère face aux trahisons successives, de la peur face à des attentats qui peuvent faire des centaines de victimes, face à la peur du chômage qui vous guette. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont peur. Mais vous ne votez pas à partir de ça. Vous votez pour quelqu'un qu'en plus vous croyez. C'est très méprisant de dire ils votent avec la peur. Alors quoi, il y aurait les gens intelligents, les sachants, les De Villepin et consorts qui, eux, voteraient avec leur intelligence et leur grande réflexion. Et puis, il y aurait le bas peuple qui, lui, voterait avec la peur, la boule au ventre. Et il se rend compte du mépris que ça témoigne, ce genre de déclaration. Moi, je trouve que c'est terriblement méprisant. En Italie, Pepe Grillo dit voter avec vos tripes. Mais les tripes, c'est autre chose. Les tripes, c'est l'amour de la France, on l'a dans les tripes. Mais il y a de la colère, il y a de la peur. Vous dites ça, vous, Français, vous dites voter avec vos tripes? J'ai voté avec vos tripes et avec votre raison. Et avec votre cœur. Il faut 3 éléments sûrement pour voter. Imaginons que vous gagnez en 2017. Comment vous faites pour obtenir une majorité parlementaire cette fois-ci? Eh bien, si nous gagnons à l'élection présidentielle, c'est ça la question, eh bien nous aurons fait plus de 50%. Et les Français confirmeront, amplifieront leur choix. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais certains, même au Front National, disent le vrai problème, c'est ça, c'est qu'on n'aura pas de majorité derrière. Oh, ce sont des... Alors ça, ce sont des gens qui ont déjà renoncé à tout. Mais non, il faut aller au combat avec un peu d'énergie, un peu d'optimisme. Il ne faut pas partir comme ça, perdu ou perdant. Florian Philippot se rêve à la hauteur du général. Au Front National, en tacticien, il a su s'imposer en divisant le clan Le Pen. Mais la France n'est pas le FN. Pour en prendre les rênes, il ne s'agit pas de diviser, mais bien plus de rassembler. Une leçon du général que l'élève Philippot n'a pas forcément bien apprise. Merci beaucoup. Merci à vous. Votre soirée sur France 2. Primaire de la gauche, Benoît Hamon.